Imaginez perdre votre unique fils, votre chair, votre sang, l'homme qui était le prolongement de votre propre vie. Quelques semaines à peine après cette déchirure indicible, alors que votre cœur est encore en lambeaux, vous êtes brutalement jeté de votre propre maison, le sanctuaire de 50 ans de souvenirs, de rires, d'amour partagé avec votre défunt mari et votre enfant chéri. Pire encore, celle qui commet cet acte impardonnable est votre propre belle-fille, une femme que vous avez accueillie dans votre famille, qui devrait vous offrir soutien et réconfort dans votre deuil. C'est mon histoire, l'histoire d'Éléonore Dubois, une veuve de 70 ans confrontée à une trahison si crue, si violente et si dénuée de toute humanité, que vous aurez du mal à en croire chaque mot. J'ai été humiliée, dépossédée de tout ce qui me restait de tangible, simplement pour assouvir la cupidité froide et sans limite d'une autre. Ce que j'ai vécu, personne ne devrait jamais le subir, surtout pas à mon âge, et dans ces circonstances. Préparez-vous à entendre comment j'ai transformé ma douleur la plus profonde, ma rage silencieuse, en une force inattendue, et une détermination inébranlable, forgeant un chemin vers une justice qui semblait, au départ, absolument inatteignable. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle est celle de toutes les injustices que l'on croit devoir accepter. Mon nom est Éléonore Dubois. À 70 ans, après avoir enterré mon cher Damien, mon fils unique, je pensais que le pire était derrière moi. Je m'attendais à trouver un peu de répit dans le silence de ma maison, à me recueillir dans mes souvenirs, et à panser mes plaies. Mais le destin, ou plutôt, ma belle-fille Valérie Legrand, en avait décidé autrement. Valérie, cette femme d'une ambition démesurée, que j'avais toujours soupçonnée d'avoir un cœur de pierre sous son vernis de sophistication, n'a pas tardé à montrer son vrai visage. Elle n'a pas attendu que la terre se tasse sur la tombe de mon fils pour s'attaquer à ce qui restait de ma vie. Elle voyait la maison de Damien et la mienne, non pas comme un foyer rempli d'histoires, mais comme une simple opportunité à saisir. Sa présence, quelques semaines seulement après le drame, elle n'était pas celle d'une veuve ou d'une belle-fille en deuil, mais celle d'une prédatrice opportuniste, prête à tout pour son propre gain. Je me souviens de ce jour avec une clarté douloureuse, comme si 6 mois étaient hier. L'air était lourd, imprégné de l'odeur persistante du tabac à pipe préféré de Damien, un parfum qui me rappelait sa présence réconfortante et qui, ce jour-là, contrastait cruellement avec l'atmosphère glaciale que Valérie avait apportée avec elle. Elle a fait irruption dans le salon faiblement éclairé, sans même un mot de condoléance, sans une once de compassion pour ma douleur encore fraîche. Son sourire, habituellement forcé, était cette fois-ci glacial, presque triomphant, comme si elle venait de remporter une victoire personnelle. Elle n'a pas tourné autour du pot, ses mots ont été comme des coups de poignard, directs et impitoyables. Les funérailles sont terminées, Éléonore. Il est temps d'affronter la réalité, cette maison est à moi maintenant. Donnez-moi les clés et l'acte de propriété. Cette maison était une déclaration, pas une requête, et chaque syllabe résonnait comme un glas funèbre pour ma tranquillité et mon avenir. Mon monde s'est effondré une seconde fois, plus violemment encore que la première. Comment pouvait-elle oser? Cette maison, brique par brique, avait été construite par Georges, mon défunt mari et moi. Elle était le témoignage de 50 ans d'amour, de sacrifice, de souvenirs inestimables. Elle était l'incarnation même de notre vie partagée, notre héritage, le dernier lien physique avec mon fils et mon époux. Encore sous le choc de mon chagrin, je n'ai pu que balbutier une explication, tenter de lui rappeler mon droit légal, ma propriété. J'ai essayé de lui faire comprendre que cette maison était plus qu'une simple bâtisse, MRT, étéal, âme de ma famille, le dépositaire de chaque précieux souvenir. Mais la contenance de Valérie s'est brisée, révélant la froideur implacable que j'avais toujours sentie en elle, une ambition nue et sans scrupules. Ses yeux ont brillé d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, une lueur de pure cupidité et de mépris absolu. Et puis, la gifle. Elle est venue soudainement, violemment, une décharge électrique qui m'a arraché à ma stupeur. Ma joue a brûlé instantanément, mais c'est mon âme qui a reçu le plus grand choc. Le son sec a résonné dans la pièce silencieuse, une humiliation publique, même s'il n'y avait que nous deux dans cet instant intime et brutal. Avant même que je ne puisse réagir, elle a arraché la clé de rechange d'un crochet près de la porte d'entrée, ses doigts serrant l'objet avec une possession féroce, comme un trophée. Ses yeux fixés sur moi étaient pleins d'un triomphe démoniaque, sans une once de pitié. Considérez ceci comme votre avis d'expulsion, vieille femme. Sortez. Le souffle coupé, je n'ai pu que la regarder alors qu'elle m'ordonnait, d'une voix sèche et impitoyable, de prendre une seule valise et de quitter ma maison, la maison de toute ma vie, celle que j'avais bâtie de mes propres mains avec mon amour. Je suis restée là, au milieu du salon, ma joue brûlante, le goût amer de la trahison envahissant ma bouche. Humiliée, brisée,
Dépossédée de ma dignité et du dernier vestige physique de ma famille, je me sentais vide. En un instant, Valérie avait tout réduit en cendres, transformant mon foyer en un champ de ruines émotionnelles. Cette femme, que j'avais traitée comme ma propre fille, avait non seulement volé ma maison mais aussi piétiné mon deuil et mon identité. Elle m'avait jeté à la rue. Sans un regard, sans un remords, me laissant à la merci de ma douleur. La souffrance était insupportable, le sentiment d'injustice indescriptible. Comment pouvais-je accepter une telle cruauté? Comment pouvais-je laisser cela impuni? Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi sincèrement. Qu'auriez-vous fait à ma place face à une telle abomination? Auriez-vous baissé les bras, ou auriez-vous trouvé la force de vous relever? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment j'ai transformé la douleur la plus profonde, celle de perdre mon fils unique, et l'humiliation d'être jeté à la rue par ma propre belle-fille, en une vengeance si implacable et si méticuleusement orchestrée, qu'elle a laissé celle qui m'avait tout pris sans rien, déchue de sa dignité et de ses ambitions. C'est une histoire de résilience face à la trahison la plus crue. Une leçon sur la force inattendue qui peut naître du désespoir le plus absolu. Préparez-vous à entendre chaque détail de mon soulèvement, car ce que j'ai vécu, personne ne devrait l'accepter sans riposter. Vous verrez comment une femme de 70 ans, brisée par le chagrin, a trouvé en elle une force insoupçonnée, pour regagner ce qui lui avait été volé, et bien plus encore. Mon récit vous montrera que même au bord du gouffre, il est possible de se relever et de rendre justice, non pas par la violence, mais par l'intelligence et la patience, en utilisant les faiblesses de l'ennemi contre lui-même. C'est une histoire de courage silencieux, une revanche qui s'est tissée dans l'ombre, attendant le moment parfait pour frapper. Mon nom est Éléonore Dubois. À 70 ans, après avoir enterré mon cher Damien, mon fils unique, je pensais que le pire était derrière moi. Je m'attendais à trouver un peu de répit dans le silence de ma maison, à me recueillir dans mes souvenirs et à panser mes plaies. Mais le destin, ou plutôt, ma belle-fille Valérie Legrand, en avait décidé autrement. Elle, que j'avais toujours soupçonnée d'une ambition démesurée, n'a pas attendu que la terre se tasse sur la tombe de mon fils pour s'attaquer à ce qui restait de ma vie. Elle voyait la maison de Damien et la mienne, non pas comme un foyer rempli d'histoire, mais comme une simple opportunité à saisir. Sa présence, quelques semaines seulement après le drame, n'était pas celle d'une veuve ou d'une belle-fille en deuil, mais celle d'une prédatrice opportuniste, prête à tout pour son propre gain, sans la moindre once de décence ou d'humanité. Je me souviens de ce jour avec une clarté douloureuse, comme si était hier. L'air était lourd, imprégné de l'odeur persistante du tabac à pipe préféré de Damien, un parfum qui me rappelait sa présence réconfortante, et qui, ce jour-là, contrastait cruellement avec l'atmosphère glaciale que Valérie avait apportée avec elle. Elle a fait irruption dans le salon faiblement éclairé, sans même un mot de condoléance, sans une once de compassion pour ma douleur encore fraîche. Son sourire, habituellement forcé, était cette fois-ci glacial, presque triomphant, comme si elle venait de remporter une victoire personnelle. Elle n'a pas tourné autour du pot, ses mots ont été comme des coups de poignard, directs et impitoyables. Les funérailles sont terminées, Éléonore. Il est temps d'affronter la réalité. Cette maison est à moi maintenant. Donnez-moi les clés, et l'acte de propriété. Ces tout mots étaient une déclaration, pas une requête, et chaque syllabe résonnait comme un glas funèbre pour ma tranquillité et mon avenir, annonçant la catastrophe imminente. Mon monde s'est effondré une seconde fois, plus violemment encore que la première. Comment pouvait-elle oser? Cette maison, brique par brique, avait été construite par Georges, mon défunt mari, et moi. Elle était le témoignage de 50 ans d'amour, de sacrifices, de souvenirs inestimables. Elle était l'incarnation même de notre vie partagée, notre héritage, le dernier lien physique avec mon fils et mon époux. Encore sous le choc de mon chagrin, je n'ai pu que balbutier une explication. Tenter de lui rappeler mon droit légal, ma propriété. J'ai essayé de lui faire comprendre que cette maison était plus qu'une simple bâtisse, est-elle, âme de ma famille, le dépositaire de chaque précieux souvenir. Mais la contenance de Valérie s'est brisée, révélant la froideur implacable que j'avais toujours sentie en elle, une ambition nue et sans scrupules. Ses yeux ont brillé d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, une lueur de pure cupidité et de mépris absolu, annonçant le pire. Et puis, la gifle. Elle est venue soudainement, violemment, une décharge électrique qui m'a arraché à ma stupeur. Ma joue a brûlé instantanément, mais c'est mon âme qui a reçu le plus grand choc. Le son sec a résonné dans la pièce silencieuse, une humiliation publique. Même s'il n'y avait que nous deux, dans cet instant intime et brutal. Avant même que je ne puisse réagir, elle a arraché la clé de rechange d'un crochet près de la porte d'entrée, ses doigts serrant l'objet avec une possession féroce, comme un trophée. Ses yeux fixés sur moi, étaient pleins d'un triomphe démoniaque, sans une once de pitié.
Considérez ceci comme votre avis d'expulsion, vieille femme. Sortez. Le souffle coupé, je n'ai pu que la regarder alors qu'elle m'ordonnait, d'une voix sèche et impitoyable, de prendre une seule valise et de quitter ma maison, la maison de toute ma vie, celle que j'avais bâtie de mes propres mains avec Chion. Mon amour, me laissant seule face à l'inacceptable. Je suis restée là, au milieu du salon, ma joue brûlante, le goût amer de la trahison envahissant ma bouche. Humiliée, brisée et dépossédée de ma dignité et du dernier vestige physique de ma famille, je me sentais vide, une coquille vide dans ce qui avait été mon havre de paix. En un instant, Valérie avait tout réduit en cendres, transformant mon foyer en un champ de ruines émotionnelles. Cette femme, que j'avais traitée comme ma propre fille, avait non seulement volé ma maison mais aussi piétiné mon deuil et mon identité. Elle m'avait jetée à la rue, sans un regard, sans un remords, me laissant à la merci de ma douleur. La souffrance était insupportable, le sentiment d'injustice indescriptible. Comment pouvais-je accepter une telle cruauté? Comment pouvais-je laisser cela impuni? Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi, sincèrement, qu'auriez-vous fait à ma place face à une telle abomination? Auriez-vous baissé les bras? Ou auriez-vous trouvé la force de vous relever pour défendre ce qui vous était cher? Pourtant, sous mon apparence de vieille femme brisée par le chagrin, il y avait une force que Valérie n'avait pas soupçonnée. J. était Éléonore Dubois, née dans une communauté modeste mais très unie, où les valeurs de l'intégrité et de la résilience étaient gravées dans le marbre. Mon esprit vif, ma boussole morale inébranlable, et ma capacité à observer les gens et les situations avaient été aiguisées par des décennies de vie et d'expérience. J'avais rencontré et épousé Georges, un charpentier gentil et travailleur, et ensemble nous avions construit notre maison de rêve brique par brique, la remplissant non seulement de rire et d'amour, mais aussi des fondations d'une vie honnête et laborieuse. Cette maison N était pas seulement une bâtisse. C était l'incarnation de notre vie partagée, l'héritage de notre fils Damien, et le dépositaire de chaque précieux souvenir, chaque sacrifice consenti. Bien que j'ai toujours semblé douce et discrète, J était en réalité la comptable méticuleuse de la petite entreprise de Georges. J'ai développé une compréhension astucieuse des finances, mais aussi, et surtout, de la nature humaine, de ses faiblesses et de ses motivations cachées. Notre fils, Damien, était notre fierté et notre joie, et je lui avais inculqué les mêmes valeurs d'intégrité et de gentillesse qui avaient guidé ma propre vie. Nous avions construit une existence riche en émotions, peut-être moins en biens matériels, mais notre foyer était notre sanctuaire, un lieu de sécurité et d'amour inconditionnel. Cette expérience de gestion et d'observation fine des détails allait devenir, sans que je le sache encore, un atout inestimable dans la bataille qui s'annonçait, une bataille que je n'avais jamais imaginé devoir mener à mon âge. Ce que Valérie ignorait, c'est que sous cette façade de femme âgée et vulnérable, je cachais des ressources insoupçonnées, héritées de ma vie passée et de mon rôle dans l'entreprise de Georges. À l'insu de tous, et surtout d'elle, j'avais toujours tenu un ensemble de registres distincts et méticuleusement détaillés pour notre entreprise familiale. Ces documents N étaient pas les seuls de mon arsenal. Un coffre-fort bancaire, discrètement ouvert il y a des années, contenait non seulement un petit portefeuille d'investissement négligé au fil du temps, mais aussi des informations financières cruciales et embarrassantes sur les dettes passées de Valérie. Il y avait même un historique de transactions douteuses datant d'avant qu'elle, N, épouse Damien, des preuves de sa nature calculatrice, et de son manque de scrupules, qui allait bientôt se révéler dévastatrice. Je possédais également l'acte de propriété original, et non falsifié de la maison, celui-là même que Valérie croyait contrôler grâce à un document qu'elle avait certainement falsifié ou manipulé, pensant ainsi avoir le champ libre. Mais ma plus grande ressource, au-delà des papiers et des chiffres, était humaine. J'avais un ami loyal et incroyablement débrouillard de ma jeunesse, Armand, Momo Leroy. Armand était un détective privé à la retraite. Un homme aux 1000 contacts, dans tous les coins de la ville, capable de dénicher n'importe quelle information et d'ouvrir n'importe quelle porte. Il devait une vieille faveur à Georges, une dette d'honneur qu'il n'avait jamais oubliée, et j'avais le pressentiment qu'il serait ravi de sortir de sa retraite, pour m'aider à rendre justice. Sa présence à mes côtés serait bien plus qu'un simple soutien. Ce serait le bras armé de ma vengeance, les yeux et les oreilles dont j'aurais besoin pour naviguer dans ce monde impitoyable qu'est, était devenu le mien. Ce N était pas seulement une question de documents, C était une question de savoir-faire, d'expérience, et d'une loyauté inébranlable, des qualités que Valérie, dans sa cupidité, ne pourrait jamais comprendre ni posséder. Mon nom est Éléonore Dubois. À 70 ans, quelques semaines seulement après avoir enterré Damien, mon fils unique et l'amour de ma vie, je pensais avoir touché le fond. Mais le destin, ou plutôt Valérie Legrand, ma belle-fille, avait d'autres plans pour moi. Elle que j'avais toujours sentie froide et calculatrice, a fait irruption dans ma maison, celle que Georges,
mon défunt mari et moi, avions construite brique par brique, notre sanctuaire de 50 ans de souvenirs. L'air était lourd, imprégné de l'odeur persistante du tabac à pipe de Damien, un parfum réconfortant qui, ce jour-là, contrastait cruellement avec son sourire glacial. Ces mots, directs et impitoyables, furent un coup de poignard. Les funérailles sont terminées, Éléonore. Cette maison est à moi maintenant. Donnez-moi les clés et l'acte de propriété. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mon monde s'est effondré une seconde fois, plus violemment encore que la première. Comment pouvait-elle oser? Cette maison était l'incarnation de notre vie partagée, le dernier lien physique avec mon fils et mon époux. Encore sous le choc de mon chagrin, j'ai balbutié une explication, tentant de lui rappeler mon droit légal, ma propriété inaliénable. J'ai essayé de lui faire comprendre que ce N était pas qu'une simple bâtisse, mais l'aile, âme de ma famille, le dépositaire de chaque précieux souvenir. Mais la contenance de Valérie s'est brisée, révélant la froideur implacable que j'avais toujours sentie en elle, une ambition nue et sans scrupules. Ses yeux ont brillé d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, une lueur de pure cupidité et de mépris absolu qui annonçait le pire. Et puis, la gifle. Elle est venue soudainement, violemment, une décharge électrique qui m'a arraché à ma stupeur. Ma joue a brûlé instantanément, mais c'est mon âme qui a reçu le plus grand choc. Le son sec a résonné dans la pièce silencieuse, une humiliation publique, même s'il n'y avait que nous deux. Avant même que je ne puisse réagir, elle a arraché la clé de rechange d'un crochet près de la porte d'entrée, ses doigts serrant l'objet, avec une possession féroce, comme un trophée. Ses yeux, fixés sur moi, étaient pleins d'un triomphe démoniaque, sans une once de pitié. Considérez ceci comme votre avis d'expulsion, vieille femme. Sortez! Le souffle coupé, je l'ai regardé m'ordonner, d'une voix sèche et impitoyable, de prendre une seule valise et de quitter ma maison, celle de toute ma vie. Ce moment a tout changé, me lançant sur un chemin sans retour. Je suis née Éléonore Dubois, dans une petite communauté modeste, mais incroyablement unie, nichée au cœur d'une province tranquille. Chez nous, la richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en valeurs, l'intégrité, le travail acharné, et une solidarité sans faille. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris l'importance cruciale de la parole donnée, et de ne jamais courber échine face aux épreuves. Mes parents, des gens simples mais d'une sagesse profonde, m'ont toujours encouragé à cultiver un esprit vif, à observer le monde avec une curiosité insatiable, et à toujours faire preuve de gentillesse, même lorsque les chemins de la vie se faisaient plus ardus. Était une enfance peut-être dénuée de faste, mais profondément ancrée dans des principes solides, des fondations qui allaient forger la femme résiliente et déterminée que je suis devenue. Chaque jour était une nouvelle leçon, chaque sourire partagé un trésor inestimable, et chaque difficulté une opportunité précieuse de grandir et de renforcer mon caractère. Adolescente, puis jeune femme, j'ai dû affronter mon lot de défis. La vie n'a jamais été un long fleuve tranquille pour moi, mais chaque obstacle a renforcé ma détermination, et ma capacité à me débrouiller seule. J'ai travaillé dur dès mon plus jeune âge, apprenant la valeur de l'effort et la satisfaction du travail bien fait, peu importe sa nature. C'est à cette époque que j'ai rencontré Georges, un charpentier au grand cœur, dont la gentillesse authentique et l'honnêteté inébranlable m'ont tout de suite séduite. Il n'avait pas d'immense richesse à offrir, mais une âme pure, et des mains en or, capables de créer de la beauté. Notre amour fut simple, sincère, bâti sur le respect mutuel et des rêves partagés, sachant que nous pouvions tout construire ensemble, avec patience et persévérance, et c'est exactement ce que nous avons fait, main dans la main, en regardant vers le même horizon, toujours. Il était mon roc, mon complice, ma moitié dans cette aventure était la vie, celui qui me rendait plus forte. Notre premier grand projet fut notre maison. Pas une maison achetée, mais construite de nos propres mains, brique par brique, avec l'aide précieuse de nos familles et amis qui croyaient en notre rêve. Chaque clou enfoncé, chaque planche posée, chaque coup de marteau résonnait de notre amour et de nos espoirs pour l'avenir, scellant notre engagement mutuel. Cette maison N était pas un simple assemblage de murs. Était l'incarnation de nos rêves, le témoignage silencieux de notre persévérance et de notre union. Parallèlement, je suis devenue la comptable méticuleuse de la petite entreprise de charpenterie de Georges. Mon rôle ne se limitait pas aux chiffres et aux factures. J'observais les gens, leurs motivations, leurs faiblesses, leurs secrets parfois. Cette expérience m'a donné une compréhension astucieuse des finances. Mais aussi, une vision perçante de la nature humaine, une compétence qui allait se révéler bien plus précieuse que je ne l'imaginais alors, une véritable protection invisible. Puis est arrivé Damien, notre fils unique, la plus grande joie de nos vies, le cadeau le plus précieux que nous ayons reçu. Il était notre fierté, le prolongement de notre amour, un enfant lumineux et plein de vie,
dont le rire résonnait comme une douce mélodie. Je me souviens des heures passées, à lui lire des histoires au coin du feu, à lui apprendre à distinguer le bien du mal, à lui inculquer les valeurs d'intégrité, de gentillesse et de respect que Georges et moi chérissions tant. Nous voulions qu'il devienne un homme bon, honnête et capable de faire face au monde avec courage et compassion, un citoyen exemplaire. Sa présence a rempli notre maison de rire, de jeux et d'une chaleur inégalable, transformant chaque recoin en un espace de bonheur. Chaque coin de notre foyer résonnait de son énergie, de ses questions d'enfants curieux, et de nos moments précieux passés en famille. Il était le cœur battant de notre foyer, et notre raison d'être, le lien indéfectible qui nous unissait. Notre vie était simple, peut-être pas riche en biens matériels, au sens où le monde l'entend, mais immensément riche en émotions, en partage, et en amour inconditionnel. Les dimanches après-midi étaient consacrés aux promenades en forêt, aux pique-niques improvisés au bord de la rivière, et aux longues discussions, autour de la table de la cuisine, toujours remplies de l'odeur du bon pain frais, et des gâteaux de ma grand-mère. Nous célébrions chaque petite victoire, chaque moment passé ensemble, sachant que ce sont ces instants fugaces, ces bonheurs simples, qui tissent la trame d'une existence heureuse, et remplie de sens. Notre maison était notre sanctuaire, un lieu où chacun se sentait en sécurité, aimé et compris, sans avoir besoin de mots. Était un havre de paix, une bulle de bonheur, où les soucis du monde extérieur semblaient évanouir, une forteresse imprenable. Je ne me doutais pas un instant que ce bonheur, si doux et si familier, serait un jour brutalement arraché, laissant derrière lui un vide abyssal, et des échos silencieux, des fantômes du passé. Le premier grand coup est arrivé lorsque j'ai perdu Georges. Était un déchirement immense, une partie de moi s'est éteinte avec lui, et le monde a perdu un peu de sa couleur. Le silence de la maison, autrefois si joyeux et rempli de vie, est devenu assourdissant, pesant lourdement sur mes épaules. Mais même dans mon chagrin le plus profond, j'ai trouvé la force de me tenir debout, pour Damien, qui avait besoin de moi plus que jamais. Il était mon soutien, ma raison de continuer à avancer, même lorsque mes jambes tremblaient. Ensemble, nous avons appris à vivre avec son absence, à chérir les souvenirs, sans nous laisser engloutir par la tristesse, à transformer la douleur en un hommage. Je me suis réfugiée dans le travail, gérant l'héritage de l'entreprise de Georges avec la même rigueur et la même passion que j'avais toujours appliquée. Était une manière de lui rendre hommage, de maintenir son œuvre vivante et de prouver que son héritage ne serait pas oublié. Cette épreuve, aussi douloureuse fut-elle, m'a appris que même brisée, une femme peut se relever et continuer à avancer, pas à pas, avec dignité et courage, pour ceux qu'elle aime. Après le départ de Georges, mon rôle de mère est devenu encore plus central, si était possible. J'ai continué à guider Damien, à être son pilier, son oreille attentive pour toutes ses joies et ses peines. Je l'ai vu grandir, devenir un homme bon, réfléchi, avec un sens aigu de la justice et une compassion sincère pour les autres, des qualités qui me rendaient incroyablement fier. Il avait hérité de la gentillesse de son père et de ma propre détermination, un mélange parfait de leurs plus belles qualités. Était ma plus belle réussite, ma plus grande fierté, le fruit de tout ce que nous avions semé, nos discussions autour du thé, ses confidences sur ses espoirs et ses doutes, tout cela tissait des liens indestructibles entre nous, un amour inconditionnel. Il était plus qu'un fils, il était mon ami, mon confident, la lumière qui éclairait mes jours les plus sombres. Je me sentais comblée de l'avoir à mes côtés, de partager cette vie avec lui. Il était le fruit de tout ce que Georges et moi avions construit, la preuve vivante que l'amour et les valeurs transmises perdurent au-delà des épreuves. Cette maison, où chaque objet racontait une histoire, chaque pièce résonnait d'un souvenir précieux, était bien plus qu'une simple construction de bois et de pierre. Était la mémoire vivante de notre famille, un véritable album de vie en 3 dimensions. Le vieux rocking chair où Georges lisait ses journaux, la table de cuisine où Damien faisait ses devoirs en riant, le jardin où nous plantions nos fleurs préférées et nos légumes, tout était imprégné de notre essence, de notre histoire. Était notre héritage, le dépositaire de 50 ans de vie partagée, de rires, de larmes, d'amour inconditionnel et de moments gravés à jamais. Était l'endroit où nous nous sentions le plus nous-mêmes, le plus en sécurité, le plus à l'abri du monde extérieur. Perdre cet ancrage, était perdre une partie de mon âme, un pan entier de mon identité, une amputation douloureuse. Était renoncer à tout ce qui me rattachait tangiblement à ce que j'aimais, et qui était plus là. La valeur de ce lieu était inestimable, bien au-delà de n'importe quel prix immobilier, une richesse sentimentale que personne ne pouvait évaluer. Beaucoup me voyaient comme une vieille femme douce, discrète, peut-être un peu effacée, facile à ignorer.
Valérie, j'en suis sûre, pensait que J était faible, facile à manipuler, une proie idéale pour ses ambitions. Elle ne voyait pas la force tranquille qui sommeillait en moi, forgée par des décennies de vie, épreuves, une résistance silencieuse. Mon apparence ne reflétait pas mon esprit, toujours alerte, toujours à observer, à analyser les moindres détails des situations et des gens. J'avais appris à écouter plus qu'à parler, à voir au-delà des apparences trompeuses, à comprendre les motivations profondes des gens, leurs failles et leurs désirs cachés. Cette capacité à lire entre les lignes, à déceler les intentions secrètes, était ma véritable armure, mon arme secrète. N était pas une femme de grands discours ou de démonstrations théâtrales, mais une femme d'action, de résilience, capable de s'adapter et de se battre avec ruse quand il le fallait, pour protéger ce qui était cher. Valérie allait bientôt l'apprendre à ses dépens, et la leçon serait amère. La perte de Damien fut la douleur la plus insupportable, le vide le plus immense que j'ai jamais ressenti, une déchirure irréparable dans mon cœur. Et juste après cette tragédie, être jetée de ma maison, ce dernier refuge rempli de souvenirs, par celle-là même qui aurait dû me soutenir et me réconforter, fut une humiliation indicible. Était comme si on arrachait les dernières pages de mon livre de vie, celles qui contenaient les souvenirs les plus chers, les plus intimes. Mais cette douleur, cette injustice criante, cette rage silencieuse qui bouillonnait en moi, n'ont pas réussi à me briser. Au contraire, elles ont allumé en moi une étincelle, une détermination nouvelle et inébranlable. Je ne pouvais pas laisser cette trahison impunie. Mon passé de femme intègre, de mère aimante, de bâtisseuse, exigeait une réponse, une réparation. Ce N était plus seulement ma maison qu'il fallait défendre, mais ma dignité, l'héritage de toute une vie, la mémoire des miens. La vengeance allait devenir ma seule voie, mon unique obsession, non pas par méchanceté, mais par un profond et légitime besoin de justice. Après la gifle, après ces mots glaçants, je me suis retrouvée à la porte de ma propre maison, avec une seule valise. Était un sentiment surréaliste, comme si je jouais un rôle dans un film absurde. Où aller? Mon fils N était plus là, Georges non plus. Le monde, soudain, était rétréci à la taille de cette valise. J'ai erré un moment, le choc encore trop vif pour laisser place à la panique. La honte, elle, était déjà bien présente, lourde et suffocante. Comment une vie entière pouvait-elle être balayée en quelques minutes? Comment une femme, qui avait tout donné, pouvait-elle se retrouver sans rien, juste à cause de la cupidité d'une autre? Était une injustice si flagrante, qu'elle en devenait presque irréelle, une douleur aiguë et profonde. J'ai fini par me souvenir de Sophie, une nièce éloignée de Georges, qui vivait à quelques kilomètres. Elle m'a accueilli, bien sûr, avec une gentillesse un peu maladroite, pleine de pitié non dissimulée. Sa petite maison était déjà pleine de sa propre famille et de ses soucis. Chaque jour passé là-bas, je me sentais davantage comme un fardeau, une ombre qui planait sur leur quotidien. Les rires des enfants, les discussions animées, tout me rappelait ce que j'avais perdu, accentuant ma solitude. Sophie essayait d'être réconfortante, mais je pouvais sentir son malaise, le poids de ma présence inattendue dans sa vie déjà bien remplie. Je me sentais inutile, déplacée, un fantôme de mon passé. La gifle, elle résonnait encore dans mes oreilles, pas seulement le son, mais la sensation brûlante sur ma joue, l'humiliation qui l'accompagnait. Chaque nuit, je revivais la scène, les yeux triomphants de Valérie, ses mots impitoyables. Était une blessure qui ne guérissait pas, une cicatrice invisible mais profondément douloureuse. Je me sentais souillée, non seulement par son acte, mais aussi par ma propre incapacité à réagir, à me défendre. La honte était nichée au plus profond de moi, une compagne constante qui me rongeait. Je me demandais sans cesse comment j'avais pu laisser cela arriver, comment j'avais pu être si aveugle face à la vraie nature de Valérie. Priver une femme de sa maison, c'est la priver de son identité. Sans mon foyer, sans mes repères, je me sentais déracinée. Et puis il y avait l'aspect financier. Valérie avait tout pris, pensant que je n'avais rien d'autre. Mes maigres économies étaient bien au-delà de sa portée, mais elles étaient pas suffisantes pour me reconstruire une vie à mon âge. Chaque dépense, même la plus insignifiante, devenait une source d'angoisse. Était passé d'une vie modeste, mais sécurisée à une précarité angoissante, dépendante de la charité d'autrui. Était une chute brutale, une descente aux enfers que je n'aurais jamais imaginée. Les nouvelles voyagent vite, surtout dans une petite ville. Bientôt les chuchotements ont commencé. Les voisins, ceux-là même qui m'avaient vu vieillir, qui avaient partagé des cafés sur ma véranda,
me regardaient désormais avec un mélange de curiosité et de commisération. Certains osaient des regards de pitié, d'autres détournaient les yeux, gênés. J'entendais des bribes de conversation, des spéculations sur ma folie, ou sur la véritable nature de ma relation avec Valérie. Personne ne me croyait vraiment, ou du moins, personne n'osait s'opposer à Valérie, dont l'ambition était déjà bien connue. J était devenue le sujet de conversation de la ville, une vieille femme pitoyable et déchue. Et pendant ce temps Valérie, elle prospérait. Les rumeurs arrivaient jusqu'à moi, amplifiées par Sophie qui, malgré elle, relayait les nouvelles du quartier. Valérie avait déjà commencé à redécorer la maison, la transformant à son image, effaçant chaque trace de notre passage, de nos souvenirs. Des fêtes somptueuses y étaient organisées, des rires résonnaient là où seuls les échos de mon chagrin devraient être. La maison N était plus un foyer, mais un monument à sa propre cupidité, une scène pour son triomphe. Chaque détail, chaque nouvelle pièce de mobilier, chaque éclat de rire rapporté, était un coup de poignard supplémentaire, une humiliation publique, déguisée en succès. Le plus douloureux fut de sentir cette solitude m'envahir. Cette impression être coupé du monde. Mes amies, celles avec qui j'avais partagé tant de moments, semblaient hésitantes à me contacter. Certaines envoyaient des messages de soutien lointains, d'autres se taisaient peut-être ne sachant pas quoi dire, ou peut-être intimidées par Valérie et son influence grandissante. Je me sentais abandonnée, comme si ma douleur était contagieuse, une chose dont il fallait se tenir éloigné. Le cercle social qui avait été le mien toute ma vie était effrité, me laissant face à un vide immense, une solitude déchirante et sans appel. Chaque jour apportait son lot de petites défaites. Le matin, en me levant dans un lit qui, était pas le mien, je me sentais étrangère à moi-même. En regardant les informations locales, je tombais parfois sur des mentions des projets de Valérie, toujours présentée comme une femme d'affaires brillante et prometteuse. Ses succès, même les plus insignifiants, étaient des piqûres constantes, me rappelant ma propre déchéance. Je me sentais comme une feuille morte emportée par le vent, sans direction, sans but, tandis que Valérie épanouissait sur les ruines de ma vie. Était une torture silencieuse, une érosion lente, mais constante de mon moral. J'avais toujours été Éléonore, la femme de Georges, la mère de Damien, la gardienne de notre foyer. Maintenant, qui étais-je? Une vieille femme sans maison, sans famille immédiate, sans but. Ma raison d'être semblait être envolée avec ma maison et mes proches. Je passais mes journées à regarder le vide, à me souvenir des jours heureux, à me demander comment j'allais pouvoir survivre à cette épreuve. Le sentiment d'être inutile, de n'avoir plus de place dans ce monde, était écrasant. Était une perte d'identité plus profonde encore que la perte matérielle, une amputation de mon essence même. La maison, elle était devenue un personnage à part entière dans mon drame. Hélène était plus le sanctuaire de mes souvenirs, mais une prison dorée pour Valérie, un trophée de sa victoire. Je ne pouvais plus la regarder sans que mon cœur se serre, sans ressentir une vague d'amertume et de rage. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque recoin était un rappel constant de ce qui m'avait été arraché, un symbole de mon bonheur volé. Était une vision douloureuse, un monument à l'injustice, un rappel constant de la cruauté de Valérie, et de mon impuissance face à elle. Le chagrin, le stress, l'humiliation, tout cela avait commencé à prendre un tribut sur mon corps. Je perdais du poids, mon sommeil était haché par des cauchemars récurrents où Valérie riait de moi, ses yeux brillants de malice. Mes articulations me faisaient davantage souffrir, ma fatigue était chronique. Je me sentais plus vieille que mes 70 ans, comme si chaque épreuve avait ajouté une décennie à mon âge. Mon corps, autrefois robuste et résilient, semblait se rebeller, me rappelant sans cesse ma vulnérabilité, mon impuissance. Je était plus qu'une ombre de moi-même, physiquement diminuée par la douleur. Dans ces moments de désespoir, je me suis même surprise à questionner ma foi, à douter de la justice de ce monde. Comment Dieu pouvait-il permettre une telle cruauté, une telle injustice? Pourquoi moi, après avoir tout perdu? Les questions s'accumulaient, sans réponse, alimentant mon amertume. Je me sentais abandonnée partout, même par les principes qui avaient guidé ma vie. Le monde me semblait un endroit froid et impitoyable, où les méchants prospéraient et les innocents souffraient. Était une crise de foi silencieuse, une remise en question profonde de tout ce en quoi j'avais cru. J'entendais dire que Valérie avait engagé de brillants avocats pour sécuriser sa possession de la maison. Ces manœuvres légales, agressives et sans scrupules, intimidaient quiconque aurait pu vouloir m'aider. Elle utilisait le système à son avantage, tordant la vérité pour servir ses propres intérêts. Cela me rappelait ma propre naïveté, ma confiance dans la justice et l'honnêteté.
Valérie, elle, ne connaissait aucune limite, aucune règle. Elle était une force de la nature, dévastatrice et incontrôlable, et je me sentais impuissante face à sa machination bien huilée, sa capacité à manipuler la loi à sa guise. Il y a eu un après-midi où, assise seule dans la petite chambre d'amis de Sophie, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, je me suis sentie sombrer dans un abîme de désespoir. Les larmes, qui étaient faites rares depuis la gifle, ont coulé, chaudes et amères. Était le point le plus bas, le moment où j'ai cru que je ne me relèverais jamais. L'envie de baisser les bras, de me laisser consumer par le chagrin, était presque irrésistible. Je me suis demandé si était la fin, si ma vie devait se terminer ainsi, dans l'ombre et la défaite. Était une sensation de vide absolu, une capitulation silencieuse face à l'adversité. Mais au fond de ce gouffre, quelque chose a commencé à remuer. Une petite étincelle, fragile au début, mais persistante. Était la mémoire de Georges, de Damien, de tout ce que nous avions construit. Je ne pouvais pas les laisser être effacés, leur héritage piétiné par la cupidité de Valérie. Je ne pouvais pas les décevoir. Ma dignité, ma fierté, exigeaient que je me batte. Cette étincelle s'est transformée en une braise, puis en une flamme, alimentée par la rage froide et la soif de justice. Je me suis souvenu de ma propre force, de ma résilience, de tout ce que j'avais traversé. J'ai repensé à ma vie, à mon enfance modeste mais pleine de valeur, à ma ténacité à la comptabilité de l'entreprise de Georges. J'avais toujours été observatrice, méticuleuse, capable de voir les détails que d'autres ignoraient. Ces compétences, que je croyais reléguées au passé, n'étaient pas perdues. Elles étaient là, latentes, attendant d'être réactivées. Ma mémoire était intacte, mon esprit vif, malgré mon âge et mon chagrin. Je me suis dit que Valérie m'avait sous-estimée, qu'elle m'avait prise pour une vieille femme sénile et sans défense. Et c'est là qu'elle avait commis sa plus grande erreur de jugement. Le chagrin était toujours là, une blessure béante, mais il commençait à se mêler à une nouvelle émotion, une détermination farouche. Je ne voulais plus de pitié, je ne voulais plus de commisération, je voulais la justice. Cette injustice ne pouvait pas rester impunie. J'ai commencé à me redresser, à sentir une force nouvelle, monter en moi. Ma faiblesse apparente était. Valérie pensait m'avoir réduite au silence, une vieille femme brisée, incapable de réagir, facile à jeter comme un vieux meuble. Elle se trompait lourdement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sous cette apparence fragile, se cachait un esprit aiguisé par des décennies de vie, de travail et d'observation méticuleuse. Mon rôle de comptable, pour la petite entreprise de Georges, mon défunt mari, m'avait appris bien plus que les chiffres. J'avais développé une vision perçante des gens, de leurs motivations, de leurs faiblesses, mais aussi une rigueur qui allait devenir mon atout le plus précieux dans cette bataille inattendue. Valérie, aveuglée par sa cupidité, n'a jamais vu au-delà de ma façade de grand-mère endeuillée, et était là sa première erreur monumentale. Elle croyait avoir tout effacé, mais elle ignorait que j'avais toujours gardé des traces. À l'insu de tous, et surtout d'elle, j'avais toujours tenu un ensemble de registres distincts et méticuleusement détaillés pour l'entreprise familiale. Ce était pas juste de la comptabilité pour les impôts. Était une habitude, une manie presque, de tout noter, de tout classer, de tout organiser. Chaque transaction, chaque contrat, chaque petit détail financier, était consigné avec une précision d'orfèvre. Ces documents étaient pas les mêmes que ceux que Georges utilisait pour les déclarations officielles. Ils étaient ma propre version, ma bibliothèque secrète de l'entreprise, un reflet fidèle et non censuré de la réalité économique de nos activités. Ils étaient les témoins silencieux de notre travail acharné, de nos succès modestes, mais aussi, et c'est là que cela devenait intéressant, des failles et des irrégularités de certains de nos partenaires commerciaux. Mais ce était pas tout. Il y avait aussi un coffre-fort bancaire, discrètement ouvert il y a des années, bien avant que Damien ne rencontre Valérie. Il contenait un petit portefeuille d'investissement, que j'avais géré avec prudence au fil du temps, sans jamais en parler à personne, pas même à Georges, qui était un homme bon mais un peu trop ouvert sur nos finances. Cet argent, modeste mais existant, représentait une autonomie dont personne n'avait idée. Il était là, dormant, attendant son heure. Était ma petite assurance, ma bouée de sauvetage en cas de coup dur, et le coup dur était arrivé, bien plus violemment que je n'aurais pu l'imaginer. Cette ressource financière cachée allait se révéler être un levier inattendu pour mes futurs plans. Et le contenu de ce coffre-fort allait bien au-delà de quelques économies. J'y avais également glissé, au fil des ans, des informations financières cruciales et franchement embarrassantes sur les dettes passées de Valérie.
J'avais toujours été méfiante envers elle, même avant qu'Hélène épouse Damien. Son ambition, sa façon de toujours vouloir plus, m'avait alerté. J'avais des preuves de transactions douteuses, datant d'avant notre famille, des prêts non remboursés, des investissements douteux, qui montraient sa nature calculatrice et son manque total de scrupules. J'avais tout gardé, sans savoir pourquoi, comme une intuition. Ces papiers, accumulés par pure précaution, allaient bientôt se révéler dévastateurs pour elle, révélant la véritable face de celle qui se présentait en victime. Le plus important de tous les documents, et Valérie n'avait absolument aucune idée de son existence, était l'acte de propriété original et non falsifié de la maison. Valérie était convaincue d'avoir mis la main sur le seul document valable, probablement un faux, ou un acte manipulé pour l'avantager. Elle avait agi avec une telle arrogance, pensant avoir le champ libre, qu'elle n'avait même pas cherché à vérifier si je pouvais avoir une copie authentique. Cet acte, conservé précieusement et secrètement, était la preuve irréfutable de ma propriété légitime, un atout que je savais être inattaquable. Elle avait volé une maison dont elle ne serait jamais la vraie propriétaire, et cela, elle allait l'apprendre à ses dépens. Mais ma plus grande ressource, au-delà des papiers et des chiffres, était humaine. J'avais un ami loyal et incroyablement débrouillard de ma jeunesse, Armand Momo Leroy. Armand était une figure emblématique de notre quartier, un homme aux 1000 vies, qui avait fini par devenir détective privé, avant de prendre une retraite bien méritée. Il connaissait les rouages de la ville comme personne, avait des contacts dans tous les coins et recoins, capable de dénicher n'importe quelle information, et d'ouvrir n'importe quelle porte, même celle que l'on croyait scellée. Sa réputation était plus à faire, et son réseau était impressionnant. Armand me devait une vieille faveur, une dette d'honneur comme il disait, envers Georges. Il y a de nombreuses années, Georges l'avait aidé à se sortir d'une situation délicate, sans rien demander en retour, par pure gentillesse. Armand n'avait jamais oublié ce geste. Je savais que, malgré sa retraite, il serait ravi de sortir de sa torpeur pour m'aider à rendre justice. Sa présence à mes côtés serait bien plus qu'un simple soutien. Ce serait le bras armé de ma vengeance, les yeux et les oreilles dont j'aurais besoin pour naviguer dans ce monde impitoyable était devenu le mien. Sa loyauté était sans faille, et son expérience inestimable. Valérie, dans sa suffisance et son ambition démesurée, n'avait jamais imaginé que je puisse avoir de telles cartes en main. Elle me voyait comme une vieille femme isolée, sans ressources, sans avenir, une proie facile. Elle avait sous-estimé ma résilience, mon intelligence, et mon réseau de fidélité, construit sur des décennies d'honnêteté et de gentillesse. Elle n'avait pas idée que mes vieilles habitudes de comptable et mes vieilles amitiés allaient devenir les instruments de sa propre chute. Sa cupidité l'avait rendue aveugle à la vraie nature des gens, et était une erreur qu'elle allait payer très cher, car la vengeance est un plat qui se mange froid. Ses ressources, qui étaient au départ que des fragments épars de ma vie passée, des habitudes tenaces ou des liens affectifs, ont commencé à prendre un nouveau sens, une nouvelle direction. Mon chagrin et mon humiliation avaient cessé de me paralyser. Ils étaient devenus le moteur d'une détermination nouvelle, une force silencieuse et inébranlable. Chaque document, chaque souvenir de Valérie, chaque contact d'Armand, tout cela s'assemblait dans mon esprit pour former un tableau clair, une stratégie. Je était plus la victime impuissante. J était Éléonore Dubois, et j'allais me battre pour ce qui m'avait été volé, pour la mémoire des miens. Au fond de moi, je sentais cette étincelle se transformer en un feu ardent. La vengeance était plus une idée lointaine, était une certitude, un plan qui prenait forme. Valérie avait ouvert la boîte de Pandore, et maintenant, elle allait en subir les conséquences. Je possédais les moyens de changer le cours du jeu, de retourner la situation à mon avantage, et elle n'en aurait pas la moindre idée, avant qu'il ne soit trop tard. Le moment était venu de lui montrer que même une vieille femme, poussée à bout, pouvait devenir l'adversaire la plus redoutable, et que la justice, même tardive, est inévitable. Valérie pensait m'avoir réduite au silence, une vieille femme brisée, incapable de réagir, facile à jeter comme un vieux meuble. Elle se trompait lourdement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sous cette apparence fragile, se cachait un esprit aiguisé par des décennies de vie, de travail, et d'observation méticuleuse. Mon rôle de comptable pour la petite entreprise de Georges, mon défunt mari, m'avait appris bien plus que les chiffres. J'avais développé une vision perçante des gens, de leurs motivations, de leurs faiblesses, mais aussi une rigueur qui allait devenir mon atout le plus précieux dans cette bataille inattendue. Valérie, aveuglée par sa cupidité, n'a jamais vu au-delà de ma façade de grand-mère endeuillée, et était là sa première erreur monumentale. Elle croyait avoir tout effacé, mais elle ignorait que j'avais toujours gardé des traces. Avec Armand, mon Momo, nous avons commencé notre travail de fourmi.
Il avait une capacité incroyable à se faufiler partout, à écouter aux portes, sans être vu. Il a rapidement découvert que Valérie, dans son empressement à s'enrichir, était lancée dans une entreprise risquée qui exigeait des capitaux rapides. Elle était déjà aux prises avec des dettes, cherchant désespérément des investisseurs, mais son passé financier était un talon d'Achille. J'ai utilisé mon petit pécule caché pour couvrir les frais d'Armand, et quelques dépenses discrètes, sans éveiller les soupçons, nourrissant la machine en coulisses. Chaque information, chaque rumeur glanée, était un rouage de plus dans mon mécanisme de vengeance silencieux. J'ai ensuite commencé mon sabotage financier, subtil mais efficace. Par l'intermédiaire d'Armand et de quelques contacts discrets, j'ai laissé échapper des informations sur l'instabilité financière passée de Valérie, ses prêts non remboursés et ses transactions douteuses, à des acteurs clés du milieu des affaires locales. Rien de direct, juste des murmures, des doutes semés ici et là. L'effet a été immédiat. Les portes des banques et des investisseurs ont commencé à se fermer devant elle. Son projet ambitieux a commencé à vaciller, privé de l'oxygène financier dont il avait tant besoin. Valérie ne comprenait pas pourquoi les choses tournaient mal, se débattant dans une toile invisible que j'avais tissée. Pendant ce temps, j'ai approché un avocat, un homme intègre que Momo m'avait recommandé. Ensemble, nous avons commencé à contester méticuleusement la revendication de Valérie sur la maison. J'ai sorti mon acte de propriété original, celui qu'elle ignorait, et mes registres détaillés. Chaque page, chaque chiffre était une preuve de sa fraude. L'avocat a posé des pièges légaux, des questions pointues sur l'acquisition de la maison, et Valérie, aveuglée par son arrogance et sa certitude de posséder le bon document, est tombée droit dedans. Elle s'est retrouvée embourbée dans des démarches juridiques complexes, ses mensonges s'accumulant, la menant inévitablement vers un cul-de-sac. Pour couronner le tout, j'ai orchestré une série de révélations accidentelles. Des tuyaux anonymes à des journalistes locaux, des documents soigneusement perdus et retrouvés, exposant les manipulations passées de Valérie, son caractère prédateur, et même, avec une touche particulière, l'histoire de la gifle et de mon expulsion brutale. L'opinion publique a commencé à se retourner contre elle. Désespérée d'obtenir des liquidités et de se sortir de ce bourbier, Valérie a tenté de précipiter la vente de la maison à un acheteur douteux. Elle ignorait qu'en agissant ainsi, elle déclenchait une clause bien particulière de mon acte de propriété original, une clause que j'avais habilement anticipée. La scène était prête pour la confrontation finale, le coup de grâce.